Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra. Donc aujourd'hui, vidéo suite aux questions qui ont été posées sur le quorum pour la préparation de l'oral, notamment au niveau des questions cas pratiques que vous pouvez retrouver à l'oral. Donc je vous rappelle que pendant l'oral, en outre de vous présenter et de vous poser des questions sur le cadre institutionnel, le maire, etc., le président, les arrêtés, et ainsi de suite, on peut vous poser des questions. Qu'est-ce que vous feriez en tant que policier dans telle ou telle situation? Donc au niveau du forum, on en a quelques-uns qui ont joué le jeu, donc qui m'ont donné des questions qu'ils ont eues. Je vais les faire aujourd'hui. Je vais en rajouter 2-3, de façon à essayer de voir un peu plus large. Et de toute façon, au cours des vidéos sur la chaîne pour la préparation de l'oral, nous allons voir les cas, pas mal de cas. Donc on va commencer. Donc nous avons eu, je remets les lunettes parce que j'ai un peu du mal. Donc nous avons eu, vous êtes en patrouille équipé de tous vos moyens réglementaires, le chef de la vidéosurveillance vous voit en train de vous faire agresser par des personnes non armées et à plus de 2 mètres de vous. Depuis son poste de commandement, il vous dit tire, 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 tire. Que faites-vous? Là, je vous renvoie sur la vidéo sur l'usage des armes que j'ai fait, le cadre légal que j'ai fait au niveau de l'oral, sur la chaîne. Dites-vous bien qu'un policier municipal est responsable pénalement, je dis bien pénalement, après il y a aussi administratif, mais pénalement de tous ses actes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un donneur d'ordre, vous agissez, mais vous, en agissant, vous engagez votre propre responsabilité. Dire j'ai reçu un ordre, c'est pas moi, c'est pas vrai. Vous êtes dedans. Donc, à plus de 2 mètres, est-ce que je dois utiliser une arme létale face à des individus non armés? 2 mètres. Donc, tu te fais agresser à plus de 2 mètres, à moins qu'on me jette des pierres. À plus de 2 mètres, le type, il peut pas me toucher. Donc, vous vous retrouvez acculé contre un mur, vous faites usage du gaz lacrymogène pour vous extraire, pas de problème. Le gaz lacrymogène ne tue pas. On vous jette des pierres, vous avez du gaz lacrymogène, pas de problème. On vous jette des pierres, vous utilisez un flashball, pas de problème. Et encore, l'utilisation du flashball, elle est demandée à plus de 5 mètres. Donc, vous voyez, il faut qu'on me jette des pierres déjà à plus de 5 mètres. Sauf, bien sûr, cas de légitime défense absolue, où j'ai que le flashball entre les mains. Si je tire pas, je meurs. Ou je vais être sacrément blessé. Voilà, donc ça, c'était pour la petite question. Donc, si on vous dit tire, 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 non. Je vais vous renvoyer vers le film La chute du Faucon Noir, où le gars des forces spéciales, il dit au commandant, ma seule sécurité, elle est là. Donc, c'est pareil pour nous. On n'est pas des forces spéciales, mais ça, si je fais ça, c'est là où l'accident il est. On est conditionné, formaté à ne pas avoir le doigt sur la queue de détente. Il n'y a que dans les films. Hein, la dernière fois que j'ai eu mon refus d'obtempérer, où je me suis retrouvé à moitié sur le pare-brise du type et j'ai mis un coup de canon en fait sur le pare-brise. Je suis arrivé, boum, mon doigt était sur le côté, sur le ponté, il n'était pas sur la détente. Parce qu'à un moment donné, oui, quand on a une arme entre les mains, il y a des fois on n'a pas trop le temps de faire autre chose et faire autrement. Donc, question suivante. Une manifestation très tendue a éclaté au centre-ville. Vous êtes 5, ils sont plus d'une centaine. Encore à bonne distance de vous. Que faites-vous en tant que chef de patrouille? Donnez des ordres et des consignes à vos collègues. Donc, manifestation, maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre n'est pas prévu pour la police municipale. Nous faisons du bon ordre. C'est une manifestation. Ce n'est pas quelque chose qui éclate comme ça, on essaye de sauver les meubles pour sauver des gens. Là, une manifestation, on fait en sorte, alors, manifestation tendue, et on dévie notre boulot à nous, c'est de dévier la circulation. On rend compte immédiatement à la gendarmerie, au commissariat local, de façon à ce que les autorités d'État mettent en place un dispositif sécuritaire. Et on peut faire partie de ce dispositif sécuritaire sur les abords, et jamais dedans. Il est bien sûr que si vous voyez un gendarme mobile ou un CRS en train de se faire lyncher et que vous êtes à côté et que vous ne faites rien, on intervient. Mais c'est vraiment des cas extrêmes.
Donc voilà, donc on rend compte. Allô Houston, on a un problème. Ils sont 100, on est 5. C'est tendu, c'est une manif. Conduite à tenir. La conduite à tenir de l'opérateur radio, c'est collègue, mets-toi à distance, tu prends un maximum de renseignements. Là aussi, il y a des communes où on a de la vidéosurveillance aussi. Donc là, on prévient notre vidéosurveillance de façon à ce que la vidéosurveillance puisse prendre des visages selon les casseurs, etc. S'ils ne sont pas masqués ou un maximum de descriptifs. Voilà ce qu'on fait. Mais on ne rentre pas dedans. On ne rentre pas dedans surtout. 1. Aviser, 2. Prévenir. Autre question. On peut vous poser la question, un PM doit faire du répressif uniquement ou pas? Alors, par vocation, on est des policiers de proximité. Je dis bien par vocation. Il s'avère que quand on travaille dans des grandes villes, ça devient un peu plus compliqué. Mais quoi qu'il en soit, même dans une grande ville, je l'ai fait. On peut quand même faire de la proximité et de la prévention, selon les zones, selon les cas. La répression fait partie du boulot. Mettre une amende, mettre une contravention, établir un forfait post-stationnement, ça s'appelle de faire de la répression. Donc oui, nous faisons un métier de policier. Je vous rappelle que police, c'est en latin, paix dans la cité. Donc nous sommes là pour faire en sorte que la paix soit dans la cité. D'accord? Donc oui, ça passe par de la répression. L'espèce humaine est ainsi faite, on n'a pas le choix. Et également, si on peut aussi, c'est bien aussi de faire de la prévention. Faire de la prévention avec des gens, je dirais, de temps en temps, il faut laisser sa chance. Voilà. J'ai une autre question. Un collègue qui prie au travail la conduite à tenir, quelle que soit l'obédience religieuse du collègue. On ne fait pas sa prière au travail. Je vous rappelle la laïcité de notre métier. Vous voyez, moi, ici, j'ai mon petit Saint-Christophe, hein, qui est le patron des militaires et aussi un peu des causes perdues par moment. D'accord? Mon Saint-Christophe, il est toujours sur moi, il est sous mon t-shirt. On le voit jamais quand je travaille. Un, déjà, pour pas qu'on me l'arrache. Et deux, après, c'est mes propres croyances. Ça n'empêche pas hein, d'avoir une croix, d'avoir la main de Fatma, une étoile, etc. Ça n'empêche rien. Ceci étant, on ne prie pas au travail. Alors, il arrive quelquefois, selon ce qu'on va faire, rassembler les gars. Les gars, allez, on fait une petite prière, mais c'est plus pour galvaniser les troupes. D'accord? C'est plus pour faire un check. Allez, on y va. Mon Dieu, priez pour nous, on va y aller, on va gagner. Et que personne ne soit blessé. Selon certaines interventions qu'on peut faire, ça peut arriver. On est les policiers municipaux, on n'est pas les groupes d'intervention. Il y a quelques fois, ça peut aider, mais ça peut aider dans l'esprit. Après, si c'est une fois sur un truc où on sait qu'on risque de se blesser et que c'est pas drôle, pour moi, il n'y a pas de souci. En tant que chef de service, il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est tous les matins, négatif. Négatif, 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 c'est pas possible, on est laïque. D'accord? Ensuite, nous avons un collègue ivre en patrouille, conduite à tenir. J'ai déjà eu le cas. L'alcoolisme, c'est considéré comme une maladie. D'accord? Donc, un collègue ivre au travail. Attention à la responsabilité que vous prenez à cautionner le fait qu'il travaille alcoolisé. 1. 2. On va essayer de faire en sorte que le gars il s'en sorte et qu'on lui mette pas la tête dans l'eau. On n'est pas là pour noyer les gens, noyer les collègues. On a un métier qui est dur, on est une petite corporation, on essaye de s'entraider. Je ne dis pas de cacher les faits, attention, simplement. J'avise mon chef. Mon chef avise sa hiérarchie. Donc moi, en l'occurrence, le maire, l'élu à la sécurité, est là, comme c'est administratif aussi, le responsable administratif, donc c'est soit le secrétaire de la mairie, soit le directeur général des services. D'accord?
on désarme le collègue, il se met en maladie, on essaye de faire en sorte qu'il fasse une cure de désintox, et derrière on fait un suivi. Le suivi, c'est la question, c'est pourquoi il est alcoolique. Donc derrière aussi, il y a un suivi thérapeutique au niveau psychologique, de façon à ce qu'il s'en sorte. Donc on ne couvre pas, on ne le balance pas, mais on l'aide. Vous êtes en patrouille. La clameur publique signale un vol. Deux de vos collègues vous demandent de ne pas y aller. Vous faites quoi? Rappelez-vous les articles de la flagrance. La clameur publique. Il a volé, là-bas, il part en courant. Bah on y va. Si eux, ils veulent pas y aller, c'est leur problème. S'ils veulent pas y aller, ils font une faute professionnelle qui va être soumise à sanction administrative parce qu'ils n'ont pas appliqué le code de déontologie. Nous devons intervenir. La code de procédure pénale nous impose d'intervenir. Donc on intervient. S'ils sont 4 et que les 2 collègues derrière ne veulent pas bouger, vous y allez tout seul, on balance à la radio, on rend compte, on dit voilà je suis tout seul, mes 2 collègues ne veulent pas y aller, j'ai besoin de renfort, la direction de fuite est dans tel axe, et tant bien, à 3 rues de là, on a une autre patrouille qui va pouvoir les intercepter. Ça m'est déjà arrivé, pas que les collègues ne veulent pas y aller, mais on a l'équipement, on ne va pas en rajeunissant, de garder maximum un visuel sur les types. Hein, quand on a 40-45 ans et qu'on course un gars de 20 ans en basket et qu'on a tout l'équipement sur soi, au bout de 600 mètres, croyez-moi que j'ai craché mes poumons. Par contre, systématiquement à la radio, je balançais où il était. Ce qui a permis à une autre équipe véhiculée de serrer le type. Bon, je suis arrivé, j'étais mort, mais on l'avait serré. Voilà ce qu'il faut répondre. Et par contre, le comportement des collègues, là, est à signaler au chef de service, de façon à ce qu'il y ait des sanctions administratives, parce que c'est inadmissible. On ne laisse jamais aller quelqu'un tout seul au contact et au combat. On est une équipe, on se soutient. Vous êtes en patrouille dans un parc, vous croisez une vieille dame dont le chien a déféqué, que faites-vous? Alors, salubrité publique. On est apte, on peut verbaliser. Pour le chien, j'ai plus le code natif en tête, hein, mais on peut le verbaliser par PVE, procès verbal électronique, ou par arrêté municipal s'il y en a un aussi. On essaie de faire ramasser à la dame, avec un sac. Que ce soit une vieille dame ou pas, la vieille dame peut avoir conscience d'eux. Après, attention, si c'est une vieille dame qui a une pathologie et qui ne peut pas se baisser, ainsi de suite, et si elle se baisse, elle nous fait un col du fémur, attention. D'où on en revient à la première question, doit-on faire du 100% répressif ou pas? D'accord? Donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est, si cette vieille dame, vous voyez qu'elle a du mal, et ben vous lui dites, madame, quand vous sortez de votre chien, vous vous faites aider par une assistante de vie. Il y a des services pour ça. Moi, mon épouse le fait, elle assiste les personnes âgées. Et c'est pas un métier facile non plus. Par contre, ce genre d'opération peut faire partie de son travail. Sortir le chien avec la dame et ramasser les crottes du chien pour que tout fonctionne. Vous voyez, il n'y a jamais de réponse claire. C'est pour ça que le jury va vous interpréter. En patrouille, vous tombez face à une rixe de 10 personnes. Vous êtes 3, que faites-vous? Attention. Attention. Appel, signalement, appel de renfort immédiat. 3 contre 10. Si ces 10 se retournent vers vous, ça fait vous contre 1 contre 3. Ça commence à être compliqué. Là, le mieux, c'est si on a les grosses bombes lacrymogènes, type un peu vulgairement comme on appelle les extincteurs, on vide. On vide, on gaze tout le monde et on se replie. 1. Il y a peut-être une victime au milieu, au niveau de la rixe, parce que c'est pas forcément une rixe de 10 personnes, c'est pas forcément 10 gars qui ont envie de se mettre les uns sur les autres. Hein. Des fois, il y en a qui sont victimes, donc on essaye. La première chose, c'est on gaze. On rentre pas, on essaie de pas rentrer physiquement. On n'est pas des Rambo. Voilà. Sauf s'il y a quelqu'un au milieu qui crie au secours, au secours, au secours. Là, c'est plus la même. Si vous voyez qu'il y en a un qui est en train de crever au milieu, c'est plus la même non plus. Donc là, il faut qu'on essaie d'intervenir au mieux. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. La réponse qu'on attend là, c'est je rends compte. Si
j'ai les moyens, type grosse bombe lacrymogène, je pulvérise et je me mets en retrait, et j'attends les renforts. Voilà. Vous vous faites agresser par 10 jeunes qui vous insultent, que faites-vous? Alors, dans la question, vous vous faites agresser. Une agression peut être verbale, d'accord? Là, on ne nous dit pas que c'est une agression physique. Ce n'est pas pareil. Une agression verbale, sale flic, gros con, etc. Il y a 10 jeunes et vous êtes seul. Ou alors on est deux. Ouais, on est deux. Même si on est deux, 10 contre 2, c'est bien compliqué. Là, on n'insiste pas. On appelle les renforts. Et quand on est en nombre, et ben on contrôle tout ce monde. D'accord? On a des codes radio. On balance à la radio, allô, je suis là, code machin. Chaque PM a ses propres petites facilités. On balance et on attend que les renforts arrivent. Par contre, une fois que les renforts sont là, moi ça m'est déjà arrivé. Le but du jeu c'est de rentrer entier à la maison. On me traite de sale con. C'est mon ego, physiquement j'ai rien. Par contre, une fois qu'on est en nombre, on contrôle, on ramasse tout ce monde-là, direction commissariat, et là on porte plainte. Et là c'est plus facile pour nous. On essaye toujours de travailler en sécurité. Au maximum de ce qu'on peut faire, sécurité, et on ne risque pas notre vie. Vous êtes appelé pour un cambriolage dans un domicile privé, que faites-vous? Alors, je vais sur place. Tout en allant sur place, j'appelle mon OPJ de car et je lui demande la conduite à tenir. L'OPJ de car, ça peut être, selon les situations, c'est le 17. D'accord? On fait le 17, on tombe sur les COG de la gendarmerie, le SIC de la police nationale. Allô, il y a ça, qu'est-ce qu'on fait? Ne bouge pas, je t'envoie la BAC. Tu te mets devant et tu essaies de couvrir le périmètre. J'ai personne. Ok, feu vert, vous rentrez. Attention les gars, j'essaie de vous envoyer quelqu'un de suite. Tu me rends compte dans 2 minutes. Et ainsi de suite, vous voyez. Première chose, on peut le faire. Il faut avoir le feu vert. D'accord? Petite histoire, il y a 2 jours, j'ai été appelé pour un véhicule qui est rentré dans un garage. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un dedans qui avait fait un malaise. J'ai pénétré dans le domicile privé pour essayer de sauver quelqu'un. J'ai vu qu'il n'y avait personne. En fait, c'était le frein à main qui avait lâché. Deuxième, ce que j'ai fait tout de suite après, j'ai appelé mon COJ, j'ai dit écoute, j'ai pénétré, j'ai cru que quelqu'un avait fait un malaise. État de nécessité, assistance à personne en danger. À la limite, j'avais même pas besoin d'assistance à personne en danger, de dire voilà, je rentre. Je croyais vraiment que quelqu'un avait fait un malaise, un arrêt cardiaque ou quoi que ce soit. J'ai pénétré, j'ai dit voilà, j'ai pénétré, je suis resté 2-3 minutes, il n'y a personne. C'est un frein à main qui a lâché, donc je te rends compte que j'ai pénétré dans le domicile. Pas de souci. J'ai dit écoute, on essaie de trouver les propriétaires, etc. Les propriétaires sont venus, en fait c'était le frein à main, donc ils étaient contents qu'on soit intervenu. J'ai tout expliqué aux gens, j'ai dit voilà, je suis rentré chez vous. J'ai cru que vous avez fait un malaise. En plus, c'est un monsieur qui a un problème à la jambe. Mais voilà, à chaque fois, il faut rendre compte de tout ce qu'on fait. Si on ne dit pas, c'est là où on a des problèmes. Vous êtes appelé pour un tapage à domicile. Décrit. Apparemment, une femme se fait frapper par son conjoint. Que faites-vous? C'est un peu la réponse d'avant. Déjà, je vais sur du tapage. Je préviens mes collègues si on est plusieurs patrouilles en même temps. Quand j'arrive dedans, j'entends ça. Je fais mon appel 17, je dis voilà, on va pénétrer, on entend des cris, on a l'impression qu'il la frappe. Et on tape à la porte. Donc attention au PJ, je rentre, parce que selon l'heure que c'est, attention au domicile, selon l'heure que c'est, il faut qu'on nous invite à rentrer. Sauf si la personne est en danger. Là, ça peut être le cas. Donc là, c'est ce qu'on appelle un VIF, violence intrafamiliale. En général, ça a fini en garde à vue et au tribunal pour le bonhomme maintenant. Je rappelle qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent tous les jours en France.
Il y a au moins une femme qui meurt tous les jours en France sur les coups par rapport au coup de son mari ou de son conjoint. Donc, vous contrôlez un automobiliste sans ceinture de sécurité. C'est le frère de votre coéquipier. Qu'est-ce que vous faites? Je vous dirai qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est je verbalise pas. Je dirais tout dépend comment se fait le contrôle. Si vous arrivez sur le contrôle qui dit ah, c'est bon, c'est moi, et putain, ça va. Là, non, ça passe pas. Oubliez de nos jours avec les voitures, avant que ce soit une vieille voiture, qu'on ait oublié de mettre la ceinture de sécurité, vous dites je sors de chez moi, je suis juste là, je suis à 10 mètres, j'allais la mettre. Comme je vous dis, il n'y a pas de bonne réponse. Le jury va essayer de vous cerner au niveau comportemental et comment vous allez faire. Il y a des questions comme ça, vous arrêtez votre père, qu'est-ce que vous faites? J'arrête mon père, je ne vais pas le verbaliser. Voilà. Par contre, je vais lui passer un savon. Et je lui dirai que la prochaine fois, il prendra. C'est peut-être la bonne réponse. Est-ce que ce sera la bonne réponse par rapport à votre jury? Je ne sais pas. Perso, j'arrête le frère du collègue. Je fais venir le collègue. Et selon comment le frère le prend au niveau du ton, soit je le verbalise, soit je le verbalise pas. Et après, je me fâcherai avec mon collègue, c'est pas grave. Mais on n'est pas là pour passer pour des trompettes. Voilà ma réponse. Donc, comme je vous ai dit, attention aux entrées de domicile. De 22h à 6h, selon ce qui se passe. On vous dit, l'individu que vous recherchez, il est dans cet appartement ou dans la chambre d'hôtel. Au-delà de 22h, on ne pénètre pas. Déjà, toujours, avant de pénétrer, on fait un avis au PJ. Hein. Qu'est-ce que je fais? Déjà, l'OPJ va vous dire, hop, garçon, c'est 22h, tu le fais pas. D'accord? On fait des conduites à tenir sur beaucoup de choses. On n'est pas officier de police judiciaire. On n'est pas devant l'ordinateur et il se fait faire que peut-être que ce type est sous surveillance. On va vous dire, on est en surveillance dessus, vous lâchez de suite. Ne faites pas. Parce qu'il y a certaines informations que nous, on n'a pas. Attention quand vous travaillez sur des mineurs. Un mineur, vous êtes responsable autant que les parents dès qu'on intervient dessus. On est responsable de son bien-être. Vous interpellez un mineur, on peut menotter un mineur, il n'y a pas de souci. Un mineur qui veut se sauver, un mineur qui est violent, vous pouvez le menotter, je l'ai déjà fait. Il faut bien l'expliquer au niveau de l'écrit, mais on peut le faire. Et ensuite, on est responsable de sa santé. Il est blessé, il ne veut pas voir le docteur, tu te tais, t'es mineur, on ira voir le docteur. C'est comme ça et pas autrement. Idem, quand on interpelle quelqu'un, selon les cas, on est responsable aussi. Sauf si le gars, un gars qui est ivre, il voit le médecin. Un gars qui est sous substance, il voit le médecin. Quelqu'un qui a toute sa tête et qui ne veut pas voir le médecin et qui est adulte, c'est son choix. Et on peut pas aller contre. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Je referai d'autres vidéos. Je vais vous faire une vidéo, je pense aussi, sur le recueil, le relevé et le contrôle d'identité. Qui, quoi, comment. Une petite vidéo dessus, ça fera pas de mal non plus. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de vacances, de bonnes révisions. Abonnez-vous, mettez le pouce. Et je vous dis à bientôt. Vous nous retrouvez aussi sur le forum Facebook, où toutes ces questions viennent de là. Hein. Donc c'est interactif, c'est sympa. Moi, j'essaie de répondre au maximum à toutes les questions. Des membres aussi répondent aux questions. Donc c'est assez vivant. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous et bonne révision.